C'est Monsieur Bernard Izard, qui est docteur, qui va aujourd'hui témoigner pour la première fois de son vécu. Aujourd'hui, vous allez pouvoir entendre des témoignages de famille, des témoignages de médecins touchés par la maladie et les résultats des chercheurs sur cette question de l'aluminium vaccinal. Docteur Izard, on vous laisse la parole. Je m'appelle Bernard Izard, je suis médecin généraliste dans l'Aude. J'ai exercé pendant 27 ans et pendant 27 ans, j'ai été un médecin pro-vaccin à fond. Je pense que dans l'ensemble des médecins français, par rapport à ma patientèle, j'ai été un des médecins qui vaccinait le plus. Aujourd'hui, je reste convaincu que le vaccin est un médicament majeur. Et quand j'entendais tout à l'heure les chiffres où on me dit que la population française a de moins en moins confiance au vaccin, pour moi, c'est une catastrophe. Donc, je vais vous expliquer en première partie quels sont les symptômes de ma maladie que je trimballe maintenant depuis 4 ans. Donc, au tout début, c'est assez insidieux, on ne comprend pas trop ce qui vous arrive. Vous avez une fatigue, mais quand on travaille beaucoup, on a des périodes où on est fatigué, on n'y prend pas trop attention. Mais là, la fatigue, progressivement, devient permanente et vous avez du mal à travailler, ce qui fait que j'ai arrêté de travailler. Cette fatigue donc, est permanente dès le repos, dès le matin, mais quand on a une volonté d'être une personne active, on essaye de travailler, de continuer sa vie normalement, et la fatigue augmentant vous empêche d'avoir une activité normale. Donc, vous êtes obligé, même avec la plus grande énergie que vous pourriez chercher, je ne sais pas où, de vous arrêter plusieurs fois par jour, assis, mais surtout allongé, parce que c'est allongé que vous récupérez le mieux. Le deuxième pivot de cette maladie, qui lui aussi démarre tout doucement, c'est des douleurs musculaires. Tellement que c'est bizarre, au début, je n'avais même pas compris ces douleurs musculaires. Je pensais que j'avais des polynévrites. Donc j'avais fait une petite erreur de diagnostic, mais par la suite, j'ai vite compris que c'était des myalgies, douleurs musculaires, qui avaient commencé aux membres supérieurs, mais qui progressivement sont allées vers les membres inférieurs, et qui là sont très importantes. On vous plante carrément des aiguilles ou des couteaux dans les fessiers, dans les muscles des cuisses et les ischio-jambiers. Donc ça, quand vous avez ça dès le matin, c'est comme la fatigue. Les douleurs musculaires sont dès le matin et elles augmentent si vous faites le moindre effort. Moi, j'avais appris qu'il y avait deux types de douleurs. La douleur inflammatoire qu'il y avait plutôt le matin et qui s'arrangeait dans la journée quand on s'activait un peu. Et puis la douleur mécanique qui était plutôt le soir quand on avait trop travaillé. Ben là j'ai les deux. J'ai la douleur mixte qui est le matin inflammatoire et l'après-midi mécanique. Donc là aussi, vous êtes obligé de vous arrêter et surtout allonger. Assis, ça ne suffit pas. Le troisième pivot de cette maladie, qui est pour moi très très important, ce sont les céphalées. C'est comme pour les myalgies, j'ai des céphalées de repos et qui augmentent dès le moindre effort. Dès le moindre effort physique ou intellectuel. C'est-à-dire que vous prenez un bouquin, vous commencez à lire, vous avez une douleur modérée, au bout d'un quart d'heure, la douleur devient insupportable et elle vous panique, paralyse votre concentration. Vous avez beau insister pour lire, vous ne pouvez plus lire parce que vous ne comprenez plus ce que vous lisez. Et vous ne retenez plus ce que vous lisez. Moi, je n'avais jamais eu de céphalée de ma vie. J'ai vécu 50 ans sans jamais prendre un comprimé pour un mot de tête. Jamais, jamais, jamais. Et du jour au lendemain, ça devient intenable. Et le quatrième pivot sont les troubles cognitifs, que moi j'ai eu en gros 6 mois après le début de ma maladie. Alors là, c'est quelque chose de catastrophique. C'est-à-dire quand vous avez exercé une profession à responsabilité intellectuelle, du jour au lendemain, en gros, en une semaine, vous avez perdu 75%, 3/4 de vos capacités intellectuelles. J'avais prescrit des médicaments des milliers ou des millions de fois, je ne me rappelais plus de leur nom. Quand j'arrivais à trouver le nom, je ne me rappelais plus de la posologie. Je ne me rappelais plus s'il y avait une dose enfant, une dose adulte. C'était le trou complet. C'est complètement paniquant. Vous avez le vertige total. Vous vous demandez jusqu'où vous allez. C'est le trou complet. Associé à ça, j'ai eu une dysarthrie. Je n'arrivais plus à articuler. Et associé à ce tableau immense, donc j'étais en permanence chez moi, allongé,
dans le noir, puisque les céphalées sont plus calmées dans le noir. Impossibilité pendant 2 ans de conduire une voiture, puisque j'étais un danger public au bout de 2 km. Aujourd'hui, j'arrive à faire à peu près 1/2 heure de voiture. Au-delà, je n'ai pas assez d'énergie pour me concentrer et pour ne pas être un danger public. Donc voilà ma situation actuellement. Et je vais vous raconter comment j'ai vécu mon parcours de soins pendant ces 3 ans. Les premiers symptômes ont commencé donc en 2010, fin 2010. J'avais donc la fatigue, puis les myalgies. Et donc je me suis dit, il y a un problème à ta santé. J'ai arrêté de travailler, j'ai pris un remplaçant qui est devenu un successeur. Et comme ça, mes patients sont au moins tranquilles, ils ont un médecin. Je n'ai pas ce souci de les avoir laissés abandonnés. Et je me suis dit, pourquoi tu as ça? Je prenais à l'époque 2 médicaments, un anti-allergique et un anti-cholestérol. Et je me suis dit, peut-être qu'un des deux te provoque cette maladie. J'ai arrêté les 2 médicaments, ça n'a rien fait. Et après, je me suis dit, dans l'année, tu as fait 2 vaccins, un DT polio, un vaccin anti-grippe. Alors peut-être qu'il y a une relation, peut-être que c'est ça qui te donne cette maladie. Et j'ai contacté mon service de pharmacovigilance dans ma région Montpellier. Et le service de pharmacovigilance m'a répondu tout de suite en me disant, effectivement, votre diagnostic est juste, vous êtes malade à cause des vaccins. Et ils m'ont dit tout de suite, vous pouvez prendre beaucoup de patience parce que ça va être très long. Sans préciser la durée. Moi, je leur avais dit qu'entre-temps, je m'étais mis sur corticothérapie, et ils m'ont dit, très bien, continuez la corticothérapie à la dose la plus faible possible pour arriver à ne pas avoir trop d'effets secondaires. J'ai passé à peu près 6 mois comme ça, tout seul, à me débrouiller, et quand j'ai vu que c'était difficile, parce que ça durait 6 mois, j'ai consulté des médecins. Donc d'abord en consultation externe, des neurologues de ma région, j'en ai vu 4. Le premier m'a dit, vous êtes déprimé. Moi j'ai dit non monsieur, parce que j'ai déjà eu une dépression il y a 10 ans, je connais les symptômes par cœur et je ne suis pas déprimé. Il m'a dit si, prenez un antidépresseur et on se revoit dans 1 mois. Dans 1 mois je l'ai revu, c'était pareil. Il m'a dit continuez quand même, donc erreur totale de diagnostic. Le deuxième que j'ai vu m'a dit, lui, moi j'adhère à votre diagnostic, je comprends que vous ayez un problème vaccinal, mais je n'y comprends rien et je vous laisse vous débrouiller tout seul. Le troisième, lui, a fait un électromyogramme et à partir du fait que l'électromyogramme était normal, donc pour lui, il était impossible qu'on ait une maladie neuromusculaire. Donc pour lui, on était en bonne santé. Donc les 3 médecins m'ont dit, écoutez, vous vous débrouillez tout seul, sans jamais me dire, on pourrait aller voir un tel qui peut-être s'y connaîtrait. Non, on me laisse tout seul. Bon, au bout d'1 an, je commençais à devenir peut-être un petit peu pénible pour l'entourage, parce qu'il faut penser à cela. Comment on vit tous les jours et comment notre famille nous voit. Je me suis fait hospitaliser à Montpellier. Et là, donc, j'ai passé 3 jours dans un CHU où, finalement, j'ai vu 2 médecins que j'ai vus en tout et pour tout en 3 jours, 5 minutes. Le premier, 2 minutes, c'est un chef de clinique, dont jeune médecin, qui m'a examiné de façon plus que sommaire et qui est parti en claquant la porte en disant « vous n'avez rien ». Je n'ai même pas pu faire une phrase, ni m'expliquer. Terminé, je n'avais rien. Son aîné, donc plus responsable, est resté en gros 3 minutes. Et à la fin de la première minute, il a regardé mon épouse et il a dit « de toute façon, votre mari, il finira en psychiatrie, c'est comme ça, point final ». Heureusement, ils ont eu l'intelligence de me faire passer des tests neuropsychologiques. C'est la seule personne sensée que j'ai vue à ce moment-là, qui a attesté mes troubles cognitifs de ce moment-là, qui étaient sévères. Et pour elle, il n'y avait pas de doute, je développais des symptômes liés à une maladie auto-immune. Et donc, Montpellier ne m'a rien dit, je suis parti comme ça. J'ai reçu un compte rendu 1 mois et demi après, par écrit, où il y avait à la fin une conclusion, où il évoquait 3 hypothèses. La première, c'est que je suis un affabulateur, donc j'invente des troubles. Je ne sais pas dans quel but. À 50 ans, tout d'un coup, inventer des troubles, je ne demandais rien, je ne demande pas d'avantage, pas d'argent, rien. Deuxième hypothèse, j'ai une maladie psychosomatique, mais il ne sait pas laquelle, donc il s'en fiche. Et la troisième hypothèse, celle qui fait le plus rire, quand vous avez le courrier sous les yeux, c'est que d'après lui, je débute une démence frontotemporale. Donc moi, dans ma carrière, j'en ai vu des patients comme ça, et ils ne se comportaient pas comme je me comportais. Et d'après moi, il faisait une erreur totale.
Et puis je ne sais pas si c'est un diagnostic qu'on annonce comme ça par écrit, sans avoir averti un petit peu le patient ou l'entourage. Ça me paraît un peu gros. Et il me disait, pour confirmer ce diagnostic, vous allez faire une scintigraphie cérébrale. Donc moi, comme j'avais envie d'être soigné, je l'ai quand même écouté parce que je me suis dit, si tu ne fais pas l'examen, il ne faudra plus te recevoir et tu seras bien embêté. Donc j'ai fait la scintigraphie cérébrale qui était normale. Et puis donc je l'ai contacté pour lui dire, professeur, la scintigraphie est normale, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et bien il m'a dit, vous verrez que l'évolution me donnera raison. Et depuis, je n'ai plus de nouvelles de ce monsieur. Je ne sais pas si on peut appeler ça des médecins. À mon avis, non, parce que moi, on ne m'a pas appris comme ça, et j'ai de grands doutes. Donc j'ai passé un an de plus comme ça, avec ma pathologie, mon invalidité, ma cortisone, que je règle comme je peux. J'avais arrêté 2 mois parce que pensant que je pouvais m'en passer, mais j'ai dû la reprendre, parce que c'était catastrophique. Et c'est à ce moment-là que le service de pharmacovigilance de Montpellier, qui est toujours en contact avec moi, a contacté celui de Toulouse. Celui de Toulouse a confirmé le diagnostic lien vaccin-maladie. Et le service de pharmacovigilance de Toulouse m'a proposé une hospitalisation sur Toulouse cette fois-ci. 2e CHU. Là, je suis resté 9 jours. J'ai vu 7 médecins. Ça a été pire qu'à Montpellier. C'est-à-dire que là, il voulait absolument me prouver que j'avais un cancer. Donc on a fait tous les examens possibles pour me prouver que j'avais un cancer. Donc comme on a vu que je n'avais pas de cancer, eh bien, la conclusion, c'est que je n'ai rien d'organique, je n'ai absolument rien d'organique, donc je n'ai rien à faire à l'hôpital, je dois reprendre un travail et me débrouiller. Alors quand mon épouse lui a dit, mais enfin quand même, vous voyez bien dans quel état il est, je connais mon mari, c'est un actif, il ne fait pas semblant, le professeur a dit, il faut gérer ça au jour le jour et vous vous débrouillez. Moi, j'ai insisté auprès de ces 12 médecins que j'ai vus pour demander une biopsie musculaire, qui est un examen complètement inoffensif, anodin. On m'a refusé 12 fois la biopsie musculaire. Alors qu'on prescrit des examens dangereux, à tour de bras, et qu'on aggrave le déficit de la Sécu, mais ça, impossible de l'obtenir. Ce qui est très embêtant aussi, c'est que tous ces médecins que j'ai vus en CHU, ou les 2 services de pharmacovigilance qui m'ont quand même encouragé, ne m'ont jamais dit qu'il y avait un centre référent pour cette maladie. Donc, que se passe-t-il en France? Ces médecins sont-ils si incompétents pour même pas savoir qu'il y a un service de référence, ou ces médecins jouent un autre jeu et ne veulent pas qu'on arrive au service référent de cette maladie? Parce que il faut penser à la vie qu'on a, il faut penser à la vie de l'entourage, qui, si on n'est pas dans un milieu médical, et quand vous avez 12 médecins qui vous disent vous n'avez rien, vous êtes un psychiatrique, l'entourage finit par se poser des questions, puisqu'on n'a pas de biopsie musculaire pour prouver qu'on a une maladie. On n'a pas de test biologique pour savoir où est-ce qu'on en est un petit peu, je ne sais pas s'il arrivera un jour, qui nous permettrait de patienter pour voir le bout du tunnel si le test biologique s'arrangeait, mais pour l'instant on n'a rien. Ce que je demande surtout à cette réunion, c'est pas pour moi. Moi, j'ai vécu le truc dès le début, j'ai compris ce que j'avais, j'ai fait mon diagnostic, j'ai mis 3 ans pour le faire confirmer, mais c'est pas grave, j'y suis arrivé. Mais ce que je voudrais que l'on comprenne, c'est le désastre, le désarroi des gens qui n'ont pas dans leur entourage un médecin ou quelqu'un qui s'y connaît un petit peu. Comment sont-ils ces patients actuellement? Où sont-ils? Ils sont en psychiatrie, puisque c'est là qu'on veut les envoyer. Ils ont disparu parce qu'on a envie de se foutre en l'air, souvent. Il faut s'accrocher aux branches pour ne pas le faire. Il faut avoir une famille derrière. Mais si on n'a pas un entourage, qu'est-ce qu'on fait? Et puis la question très importante, moi j'ai une famille, j'ai une fille, j'ai des neveux. Je vais les vacciner avec quoi, moi? Le DT polio, tous les 5-10 ans, qui est obligatoire. Je prends le risque de ne pas les vacciner et qu'ils aient un tétanos, ou je prends le risque de leur donner ma maladie puisqu'il y a une composante génétique? Voilà quelles sont mes questions. Et je souhaite à personne d'être à ma place. Et je vous remercie de m'avoir écouté.